Marcel Proust. Du côté de chez Swann, un amour de Swann. Lu et enregistré par Charlotte Simonin. Et en effet, elle trouvait Swann intellectuellement inférieur à ce qu'elle aurait cru. Tu gardes toujours ton sang-froid, je ne peux te définir. Elle s'émerveillait davantage de son indifférence à l'argent, de sa gentillesse pour chacun, de sa délicatesse. Et il arrive en effet souvent pour de plus grands que n'était Swann, pour un savant, pour un artiste, quand il n'est pas méconnu par ceux qui l'entourent, que celui de leurs sentiments qui prouve que la supériorité de son intelligence s'est imposée à eux, ce n'est pas leur admiration pour ses idées, car elles leur échappent, mais leur respect pour sa bonté. C'est aussi du respect qu'inspirait à Odette la situation qu'avait Swann dans le monde, mais elle ne désirait pas qu'il cherchât à l'y faire recevoir. Peut-être sentait-elle qu'il ne pourrait pas y réussir, et même craignait-elle que rien qu'en parlant d'elle, il ne provoquât des révélations qu'elle redoutait. Toujours est-il qu'elle lui avait fait promettre de ne jamais prononcer son nom. La raison pour laquelle elle ne voulait pas aller dans le monde, lui avait-elle dit, était une brouille qu'elle avait eue autrefois avec une amie qui, pour se venger, avait ensuite dit du mal d'elle. Swann objectait. « Mais tout le monde n'a pas connu ton amie. » « Mais si, ça fait la tache d'huile, le monde est si méchant. » D'une part, Swann ne comprit pas cette histoire, mais d'autre part, il savait que ces propositions « le monde est si méchant »,« un propos calomnieux fait la tache d'huile » sont généralement tenus pour vrais. Il devait y avoir des cas auxquels elles s'appliquaient. Celui d'Odette était-il l'un de ceux-là? Il se le demandait, mais pas longtemps, car il était sujet, lui aussi, à cette lourdeur d'esprit qui s'appesantissait sur son père quand il se posait un problème difficile. D'ailleurs, ce monde qui faisait si peur à Odette ne lui inspirait peut-être pas de grands désirs, car, pour qu'elle se le représentât bien nettement, il était trop éloigné de celui qu'elle connaissait. Pourtant, tout en étant restée à certains égards vraiment simple, elle avait par exemple gardé pour amie une petite couturière retirée dont elle grimpait presque chaque jour l'escalier raide, obscur et fétide. Elle avait soif de chic, mais ne s'en faisait pas la même idée que les gens du monde. Pour eux, le chic est une émanation de quelques personnes peu nombreuses qui le projettent jusqu'à un degré assez éloigné, et plus ou moins affaibli dans la mesure où l'on est distant du centre de leur intimité, dans le cercle de leurs amis ou des amis de leurs amis dont les noms forment une sorte de répertoire. Les gens du monde le possèdent dans leur mémoire. Ils ont sur ces matières une érudition d'où ils ont extrait une sorte de goût, de tact, si bien que Swann, par exemple, sans avoir besoin de faire appel à son savoir mondain, s'il lisait dans un journal les noms des personnes qui se trouvaient à un dîner, pouvait dire immédiatement la nuance du chic de ce dîner, comme un lettré, à la simple lecture d'une phrase, apprécie exactement la qualité littéraire de son auteur. Mais Odette faisait partie des personnes extrêmement nombreuses, quoi qu'en pensent les gens du monde, et comme il y en a dans toutes les classes de la société, qui ne possèdent pas ces notions, imaginent un chic tout autre, qui revêt divers aspects selon le milieu auquel elles appartiennent, mais a pour caractère particulier, que ce soit celui dont rêvait Odette, ou celui devant lequel s'inclinait Madame Cottard, d'être directement accessible à tous. L'autre, celui des gens du monde, l'est à vrai dire aussi, mais il y faut quelques délais. Odette disait de quelqu'un « Il ne va jamais que dans les endroits chics ». Et si Swann lui demandait ce qu'elle entendait par là, elle lui répondait avec un peu de mépris « Les endroits chics, parbleu, si à ton âge il faut apprendre ce que c'est que les endroits chics, que veux-tu que je te dise, moi? Par exemple, le dimanche matin, l'avenue de l'Impératrice, à 5 heures, le Tour du Lac, le jeudi, l'Éden Théâtre, le vendredi l'Hippodrome, les bals. » Mais quels bals? Mais les bals qu'on donne à Paris, les bals chics, je veux dire. Tiens, Herbinger, tu sais, celui qui est chez un coulissier. Mais si, tu dois savoir, c'est un des hommes les plus lancés de Paris, ce grand jeune homme blond qui est tellement snob. Il a toujours une fleur à la boutonnière, une raie dans le dos, des pantalons clairs. Il est avec ce vieux tableau qu'il promène à toutes les premières. Eh bien, il a donné un bal l'autre soir. Il y avait tout ce qu'il y a de chic à Paris. Ce que j'aurais aimé y aller. Mais il fallait présenter sa carte d'invitation à la porte, et je n'avais pas pu en avoir. Au fond, j'aime autant ne pas y être allée. C'était une tuerie.
je n'aurais rien vu. C'était plutôt pour pouvoir dire qu'on était chez Herbinger. Et tu sais, moi, la gloriole. Du reste, tu peux bien te dire que sur 100 qui racontent qu'elles y étaient, il y a bien la moitié dont ça n'est pas vrai. Mais ça m'étonne que toi, un homme si pchit, tu n'y étais pas. Mais Swann ne cherchait nullement à lui faire modifier cette conception du chic. Pensant que la sienne n'était pas plus vraie, était aussi sotte, dénuée d'importance, il ne trouvait aucun intérêt à en instruire sa maîtresse, si bien qu'après des mois, elle ne s'intéressait qu'aux personnes chez qui il allait que pour les cartes de pesage, de concours hippiques, les billets de première qu'il pouvait avoir par elle. Elle souhaitait qu'il cultivât des relations si utiles, mais elle était par ailleurs portée à les croire peu chic, depuis qu'elle avait vu passer dans la rue la marquise de Villeparisis en robe de laine noire, avec un bonnet à bride. « Mais elle a l'air d'une ouvreuse, d'une vieille concierge, darling. Ça, une marquise! Je ne suis pas marquise, mais il faudrait me payer bien cher pour me faire sortir nippée comme ça. » Elle ne comprenait pas que Swann habitât l'hôtel du quai d'Orléans, que, sans oser le lui avouer, elle le trouvait indigne de lui. Certes, elle avait la prétention d'aimer les antiquités, et prenait un air ravi et fin pour dire qu'elle adorait passer toute une journée à bibloter, à chercher du bric-à-brac, des choses du temps, bien qu'elle s'entêtât dans une sorte de point d'honneur et semblât pratiquer quelques préceptes familiales en ne répondant jamais aux questions et en ne rendant pas de compte sur l'emploi de ses journées. Elle parla une fois à Swann d'une amie qu'il avait invitée et chez qui tout était de l'époque. Mais Swann ne put arriver à lui faire dire quelle était cette époque. Pourtant, après avoir réfléchi, elle répondit que c'était moyenâgeux. Elle entendait par là qu'il y avait des boiseries. Quelque temps après, elle lui reparla de son amie, et ajouta, sur le ton hésitant et de l'air entendu dont on cite quelqu'un avec qui on a dîné la veille, et dont on n'avait jamais entendu le nom, mais que vos amphitrions avaient l'air de considérer comme quelqu'un de si célèbre qu'on espère que l'interlocuteur saura bien de qui vous voulez parler. Elle a une salle à manger du 18e. Elle trouvait du reste cela affreux, nu, comme si la maison n'était pas finie. Les femmes y paraissaient affreuses, et la mode n'en prendrait jamais. Enfin, une troisième fois, elle en reparla et montra à Swann l'adresse de l'homme qui avait fait cette salle à manger, et qu'elle avait envie de faire venir, quand elle aurait de l'argent, pour voir s'il ne pourrait pas lui en faire, non pas certes une pareille, mais celle qu'elle rêvait, et que, malheureusement, les dimensions de son petit hôtel ne comportaient pas, avec de hauts dressoirs, des meubles Renaissance et des cheminées comme au château de Blois. Ce jour-là, elle laissa échapper devant Swann ce qu'elle pensait de son habitation du quai d'Orléans. Comme il avait critiqué que l'ami d'Odette donnât non pas dans le Louis XVI, car, disait-il, bien que cela ne se fasse pas, cela peut être charmant, mais dans le faux ancien. « Tu ne voudrais pas qu'elle vécût comme toi, au milieu de meubles cassés et de tapis usés ?» lui dit-elle, le respect humain de la bourgeoise l'emportant encore chez elle sur le dilettantisme de la cocotte. De ceux qui aimaient à bibloter, qui aimaient les vers, méprisaient les bas calculs, rêvaient d'honneur et d'amour, elle le faisait une élite supérieure au reste de l'humanité. Il n'y avait pas besoin qu'on eût réellement ses goûts, pourvu qu'on les proclamât. D'un homme qui lui avait avoué à dîner qu'il aimait à flâner, à se salir les doigts dans les vieilles boutiques, qu'il ne serait jamais apprécié par ce siècle commercial, car il ne se souciait pas de ses intérêts et qu'il était pour cela d'un autre temps, elle revenait en disant « Mais c'est une âme adorable, insensible, je ne m'en étais jamais doutée. » Et elle se sentait pour lui une immense et soudaine amitié. Mais en revanche, ceux qui, comme Swann, avaient ses goûts, mais n'en parlaient pas, la laissaient froide. Sans doute, elle était obligée d'avouer que Swann ne tenait pas à l'argent, mais elle ajoutait d'un air boudeur « Mais lui, ça n'est pas la même chose. » Et en effet, ce qui parlait à son imagination, ce n'était pas la pratique du désintéressement, c'en était le vocabulaire. Sentant que souvent il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plût avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires, ce mauvais goût qu'elle avait en toutes choses, et qu'il aimait d'ailleurs, comme tout ce qui venait d'elle, qui l'enchantait même, car c'était autant de traits particuliers grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Aussi, quand elle avait l'air heureux,
parce qu'elle devait aller à la Reine Topaze, ou que son regard devenait sérieux, inquiet et volontaire, si elle avait peur de manquer la fête des fleurs, ou simplement l'heure du thé, avec muffins et toast, au thé de la rue Royale, où elle croyait que l'assiduité était indispensable pour consacrer la réputation d'élégance d'une femme. Swann, transporté comme nous le sommes par le naturel d'un enfant ou par la vérité d'un portrait qui semble sur le point de parler, sentait si bien l'âme de sa maîtresse affleurer à son visage qu'il ne pouvait résister à y venir l'y toucher avec ses lèvres. « Ah, elle veut qu'on l'amène à la fête des fleurs, la petite Odette. Elle veut se faire admirer. Eh bien, on l'y mènera, nous n'avons qu'à nous incliner. » Comme la vue de Swann était un peu basse, il dut se résigner à se servir de lunettes pour travailler chez lui et à adopter, pour aller dans le monde, le monocle, qui le défigurait moins. La première fois qu'elle lui en vient dans l'œil, elle ne put contenir sa joie. « Je trouve que pour un homme, il n'y a pas à dire, ça a beaucoup de chic. Comme tu es bien ainsi, tu as l'air d'un vrai gentleman. Il ne te manque qu'un titre, » ajouta-t-elle avec une nuance de regret. Il aimait qu'Odette fût ainsi, de même que, s'il avait été épris d'une Bretonne, il aurait été heureux de la voir en coiffe et de lui entendre dire qu'elle croyait au revenant. Jusque-là, comme beaucoup d'hommes chez qui leur goût pour les arts se développe indépendamment de la sensualité, un disparate bizarre avait existé entre les satisfactions qu'il accordait à l'un et à l'autre, jouissant, dans la compagnie de femmes de plus en plus grossières, des séductions d'œuvres de plus en plus raffinées, emmenant une petite bonne dans une baignoire grillée à la représentation d'une pièce décadente qu'il avait envie d'entendre, ou à une exposition de peinture impressionniste, et persuadé d'ailleurs qu'une femme du monde cultivé n'y eût pas compris davantage, mais n'aurait pas su se taire aussi gentiment. Mais au contraire, depuis qu'il aimait Odette, sympathiser avec elle, tâcher de n'avoir qu'une âme à deux, lui était si doux qu'il cherchait à se plaire aux choses qu'elle aimait, et il trouvait un plaisir d'autant plus profond non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions que, comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour, à cause duquel il les avait préférées. S'il retournait à Serge Panine, s'il recherchait les occasions d'aller voir conduire Olivier Métras, c'était pour la douceur d'être initié dans toutes les conceptions d'Odette, de se sentir de moitié dans tous ses goûts. Ce charme de le rapprocher d'elle, qu'avaient les ouvrages ou les lieux qu'elle aimait, lui semblait plus mystérieux que celui qui est intrinsèque à de plus beaux, mais qui ne la lui rappelait pas. D'ailleurs, ayant laissé s'affaiblir les croyances intellectuelles de sa jeunesse, et son scepticisme d'homme du monde ayant à son insu pénétré jusqu'à elle, il pensait, ou du moins il avait si longtemps pensé cela qu'il le disait encore, que les objets de nos goûts n'ont pas en eux une valeur absolue, mais que tout est affaire d'époque, de classe, consiste en mode, dont les plus vulgaires valent celles qui passent pour les plus distinguées. Et comme il jugeait que l'importance attachée par Odette à avoir des cartes pour le vernissage n'était pas en soi quelque chose de plus ridicule que le plaisir qu'il avait autrefois à déjeuner chez le prince de Galles, de même, il ne pensait pas que l'admiration qu'elle professait pour Monte-Carlo ou pour le Rigi fût plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande, qu'elle se figurait laide, et pour Versailles, qu'elle trouvait triste. Aussi se privait-il d'y aller, ayant plaisir à se dire que c'était pour elle qu'il voulait ne sentir, n'aimer qu'avec elle.